On va enregistrer ensemble les débats. Les débats seront retranscrits ensuite via une clé USB par un prestataire extérieur et on aura les paroles de tous in extenso. Je vais procéder à l'appel. Oui. Enfin, nous, ça nous va très bien, mais on est un peu surpris. Et ça vous, On l'avait prévenu, oui. Oui, tout à fait. Et ça coûte combien à la commune, tout ça? Très cher. Trop cher pour ce à quoi ça sert. Mais en tous les cas, nous, on comprend vraiment pas vos réponses à nos questions et on n'a pas demandé ça. Et ça nous va, mais c'est votre choix. Et nous, on trouve que ça coûte cher, effectivement, pas forcément grand-chose. Mais ça évite de perdre du temps à demander à modifier les procédures pour changer un autre. Non. Donc on n'aura pas de modification. Non. Donc l'appel, Claudine Gambé est là, Francis Ortiz est présent, Hervé Tardy est présent, Stéphanie Martin est présente, Catherine Pérez est là, Vincent Garou aussi, Pierre Combat est présente, Anne-Marie Aradi est ici, Michel Renou aussi, François Bontemps est présent, Sandrine Lafont est là, Nathalie Marty. Elle m'a fait procuration. Procuration. On n'a pas la procuration. Elle ne m'a pas envoyé, je n'ai pas reçu. Elle ne vous l'a pas envoyé, M. Cotte, directement? Non. Regardez voir si... Parce que je n'étais pas dans mon bureau. Hervé Carrière est présent. Sabine Sauvage. Non. Sabine Sauvage a donné procuration à Francis Ortiz. Nathalie Raïm est là. Lionel Pirou est pas là. Cyril Mijoux est là. Christopher Perron est présent. Vincent Gousset est absent. Robert est présent. Nicole est là. Michel est là. Eric est présent. Monique. Elle a donné procuration. Procuration. Caroline est là et Alain Bergonza est présent. Donc, comme secrétaire de séance, je vous propose d'élire Stéphanie Martin. En opposition. Donc, je vais vous demander d'approuver le procès verbal de notre dernier conseil municipal qui remonte à l'an dernier. Donc, Audrey Tardieu était secrétaire de séance et on avait un certain nombre de sujets. Donc, il y avait la N57, le budget cérémonie, un acompte de subvention pour le CSAS, des créations de postes, une délibération pour la participation à la mise en concurrence du CDG et des questions diverses. Voilà. Donc, par rapport à ce procès verbal que vous avez eu, qui est contre, qui s'abstient, si. Donc, sur la séance d'aujourd'hui, on a un certain nombre de groupements de commandes. Donc, on va commencer par les pneus. La petite un groupe de commandes de pneus, donc en considérant que le numéro de tableau est amené à réaliser l'achat de pneumatiques pour les plus légers, poids lourds, hygiène et agricole. Et en considérant que certaines communes membres du numéro de tableau sont aussi amenées à faire ce même type d'achat, et au regard des discussions menées entre le numéro de tableau et certaines de ces communes membres, il apparaît qu'un groupement de commandes pour la fourniture de pneumatiques permettrait de mutualiser les procédures d'expertise des acheteurs publics par un effet de volume à réaliser des économies sur ces achats. Et en considérant donc qu'il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de groupement de commandes, il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de ce groupe de commandes, d'accepter les termes de la convention, d'autoriser le maire à signer la convention constitutive, ou à défaut son représentant, d'accepter que le numéro de tableau soit désigné comme coordinateur du groupement, et habiliter le maire à signer l'accord cadre et à effectuer toutes les formalités administratives pour la bonne exécution de ce dossier. Voilà, donc pour cette convention de pneus, qui est contre? Excusez-moi Vincent, sur la note de la synthèse des dossiers. Pardon? Je dis ton nom. Ah, Claire Combat. Sur la note de synthèse, Oui. il n'est pas écrit tout ce que tu viens de lire ou je me trompe? C'est la délibération, je viens de le dire. Pardon? C'est la délibération. Mais le où? On va les avoir en avant. Alors, je vous propose de voter. Pardon, Sandrine Lafont, les délibérations, on doit les avoir en avance. Là, on ne voit pas ce qu'on vote.
vous a déjà dit que ce n'était pas obligatoire, on le donnait ensuite. La question votée, on l'a dit, on l'a remis. Donc je vous propose de voter pour cette convention pneus. Qui est contre? On se posait la question de s'il y avait un volume, enfin quel était l'intérêt, c'est plus simple, ça. Enfin, Non, mais qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Bon, je m'abstiens. moi aussi. La délibération numéro 2. C'est un groupement de commandes pour les études géotechniques. Donc, considérant que le numéro Si c'est comme les plus. on n'a pas prévu de changer les pneus encore sur une pneu. Si on doit le faire, on les changera. Donc, Et qui est contre? J'avais une deuxième, Christophe Perron encore, une autre question. Ça concerne un sujet au niveau de la compétence voirie. Est-ce que cette compétence voirie pourrait aider davantage la commune dans le choix des matériaux utilisés? Il y a des bureaux d'études, les bureaux d'études et Algon Noretin, oui, ils sont compétents pour ça. D'accord. Est-ce que ces derniers ont été utilisés dans le cadre de la révision de la Bourdasse? Il y a une question qui est après. Alors, si Ok, vous d'accord. posez toutes les questions en même temps, on annule les questions que vous posez après. Là, vous avez une question orale sur la rue de la Bourdasse. Ça ne sert à rien de mélanger toutes les questions. Soit on Entendu. la fait maintenant. Entendu, monsieur le maire, on étudiera tout à l'heure. Ok, merci. Donc, je propose de voter qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le groupement de commandes de la délibération 4. Travaux de voirie, Eric. C'est la 5. C'est travaux de voirie réguliers. Donc, considérant que le mur de tableau est amené à réaliser des travaux de voirie réguliers, que certaines communes membres du mur de tableau sont aussi amenées à réaliser les mêmes achats dans le cadre de leurs compétences. Au regard des discussions menées entre le mur de tableau et certaines des communes membres, il apparaît qu'un groupement de commandes pour la réalisation de travaux de voirie et les réseaux divers permettrait de mutualiser les procédures d'expertise et par un fait de volume de réaliser des économies sur les achats. Considérant donc qu'il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution d'un groupement de commandes, il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution de ce groupement de commandes, d'accepter les termes de la convention constitutive du colon, d'autoriser le maire ou à défaut son représentant à signer la convention, d'accepter que le notaire soit désigné comme coordinateur et habiliter le maire ou à défaut son représentant à signer la porte-parole. Ok, donc pour le groupement de travaux, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Enfin, les copieurs. Donc la constitution pour les copieurs et les imprimantes, considérant que le mur de tableau est amené à acquérir et à maintenir des copieurs et des imprimantes pour les besoins relevant de sa compétence, considérant que certaines communes membres sont amenées à réaliser les mêmes achats dans le cadre de leur compétence, considérant qu'au regard des discussions menées entre le mur de tableau et certaines des communes membres, il apparaît qu'un groupement de commandes pour l'acquisition et la maintenance de copieurs et imprimantes permettrait de mutualiser les procédures et donc de faire des économies. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la constitution, d'accepter les termes de la convention, d'autoriser le maire à signer la convention, d'accepter que le mur de tableau soit désigné comme coordinateur. Christophe Perron, j'ai une question à ce sujet-là, juste globale. Dans ce qui a été proposé du groupement de commandes, il n'est pas mentionné la possibilité de faire un contrat de coût à la page. Est-ce que cette question a été étudiée par la mairie? Précise. Le principe du coût à la page, Non, ça n'a pas été étudié le principe du coût à la page, juste pour expliquer à l'ensemble, ça n'a pas été étudié? par le mur de tableau. D'accord, parce Par que connaissance. ça n'est pas dans le groupement. La question était donc, est-ce que la mairie a étudié ce point-là en parallèle du possible Non, c'est groupement? pas l'objet de la délibération. Non. Ok. Et donc, je propose de voter qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Les pistes cyclables, Claudine? Donc, je vais dire d'abord la note de synthèse qui donne un peu l'explicatif du passé. Donc, vous savez que le Muretin Aglo a développé un schéma directeur des pistes cyclables. Ce schéma nécessite un financement croisé des participations communales. La conférence des maires élargie du 1er décembre 2020 a validé les principes de cofinancement des communes traversées. Une piste cyclable a été réalisée à l'avenue de Toulouse entre le carrefour du schéma directeur. Donc la commune de Belge-Taré doit décider le versement d'un fonds de concours sur travaux Muretin Aglo selon les critères qui sont donnés dans le tableau. Donc il y a des pondérations suivant l'intérêt de cette piste cyclable. Je vous lis du coup la délibération. Vu l'arrêté préfectoral du 7 avril 2022 actant les statuts du Muretin Aglo, vu la délibération du conseil communautaire du Muretin Aglo 2020-196 du 15 décembre 2020, considérant que le schéma directeur des pistes cyclables
nécessite un financement croisé dont les participations communales. La conférence des maires élargie du 1er décembre a validé les principes de cofinancement des communes traversées. Donc, vu les travaux de pistes cyclables qui ont été réalisés à Avenue de Toulouse, entre le carrefour de la route de Roquette et le chemin de la Rivière, proche de l'opération, la commune de Pinjutaré approuve le versement d'un fonds de concours sur travaux au Muretin Aglo selon les critères suivants. Donc, tronçon Avenue de Toulouse, longueur 240 mètres, coût hors taxe 150 510, point communautaire sur travaux 6, c'est le système du barème qui permet de savoir combien doit payer la commune et les autres participations. Les points communaux 1,5 et donc le pourcentage de la commune est de 20 et ce qui veut dire que le fonds de concours est de 30 102 traversés à l'intérieur par la commune. Vous pouvez expliquer pourquoi c'est la commune de Pinjutaré qui paye? En fait, moi je le sais, mais je voudrais que tu le dises devant tout le monde. Je peux l'expliquer assez facilement. Il y a une enveloppe globale qui est au Muretin Aglo. Le Muretin Aglo récupère des subventions essentiellement du département et un petit peu de l'État, mais essentiellement du département pour réaliser des pistes cyclables. Et puis il y a des pistes qui ont plus d'intérêt que d'autres, donc il y a des pistes qui sont d'intérêt communautaire et d'autres qui ne le sont pas. Et en fonction de l'utilité qu'a la piste au regard de l'aglo, il y a des points qui font que c'est diminué suivant l'intérêt communautaire de la piste. Donc par exemple, la piste qu'on a fait pour le collège présentait plus d'intérêt parce qu'effectivement c'était la liaison du collège, etc. Donc on a un pourcentage de participation plus faible. Celui-là a moins d'intérêt, donc on paye plus. Mais il y a des pistes communautaires qui sont faites dans la ville-centre, qui ont beaucoup plus de points et qui coûtent beaucoup moins cher. Non, mais je parle de celle-là, celle qu'il faut qu'on participe. Oui, celle-là. Oui, parce qu'en fait, il y avait le foncier qui normalement était prévu sur Pinsaguel. Et Pinsaguel n'a pas réussi à libérer le foncier. Et effectivement, c'est fait à Pinsaguel. Ça s'est fait. Donc c'est nous qui payons, alors que le parc Pinsaguel aurait dû payer. Bon. Après, il y a une logique d'axe. De toute façon, dans les pistes, aujourd'hui, on va cibler la gare en passant par Mal-Rivière. Donc c'est plus logique que ça reste de ce côté. De toute façon, c'est moins dangereux et c'est mieux d'avance. Oui, mais il y a l'inverse aussi. Ceux qui veulent prendre le chemin du Roy, il faut qu'ils traversent l'avenue de Toulouse d'un côté, l'avenue de Toulouse de l'autre. En fait, la solidarité intercommunale, là, je pense qu'elle n'existe pas du tout. Elle existe pour certains. Oui. Et je ne citerai pas de nom, mais elle existe pour certains. Je suis d'accord. Claudie. Je suis toujours Claire Combat et je voulais te poser la question. 150 000 € pour un tronçon de... Enfin, c'est pas ce qui nous coûte à nous, ça ne coûte que 30 000. Mais est-ce que c'est cher? Moi, je trouve que c'est cher. Est-ce que c'est cher ou pas par rapport à 240 mètres de pistes cyclables déjà faites, quoi? Je ne sais pas si vous avez la compétence pour savoir quel est le coût de ce type de travaux. Non, c'est ce que il peut y avoir beaucoup de choses qui interviennent. Il y a des problèmes de réseau. Ouais. Il y a des problèmes, évidemment, de construction. Enfin, voilà, entre les études, les questions de réseau et la construction elle-même de la piste, honnêtement, moi, je fais confiance au service d'une agglomération, voilà, du service voirie. Ça te paraît normal? Ça ne te choque pas, quoi. Ça te choque Ça ne pas? me choque pas par comparaison avec d'autres choses. Et le taux de 20% n'est quand même pas extrêmement élevé. Pardon? La subvention. Oui. Enfin, le taux la participation. Oui. C'est quand même... D'accord. Et du coup, on vote ça une fois que c'est fait. Ah oui. C'est la procédure. Attention. C'est un truc le qui me... projet, il a été présenté par le tableau, ils nous ont demandé notre travail. D'accord. Là, il s'agit du paiement. Ok. Oui, mais ça veut dire que, en fait, là, on ne décide plus rien. Enfin, ok, si vous étiez d'accord, ça nous va, hein, mais dans le processus, on a du mal à comprendre comment ça fonctionne, quoi. Tu vois notre question? On a fait un bon commande. On a validé, nous on a fait un bon commande. On savait au départ. Non, mais là, ça sert à quoi que le conseil municipal, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre que de voter? Ça, c'est ça, tu comprends la question? Je pense qu'il faut demander à M. Quand c'est réalisé, on doit payer. De toute façon, on paye toujours les fonds de concours. Quand c'est réalisé. Oui, non, mais de toute ça façon, si d'accord. on avait dit non, on n'aurait pas de piste cyclable. Il faut savoir si on veut une piste cyclable ou pas. A priori, on veut une piste cyclable, donc on est dans. Non, mais c'est dans le processus pour comprendre comment ça marche. Je crois que c'était simplement de dire
fois le passer en conseil municipal. Oui. Lorsqu'une procédure, Une fois que c'est... ouais. Voilà, d'accord. Ok. D'accord. Sur la piste cyclable, on propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Gestion de l'espace Pince et Jeunes. Ok. Alors, peut-être par deux. Par délibération du conseil municipal du 6 avril 2022, le conseil municipal avait approuvé et autorisé le maire à signer une convention avec les sommes d'euros pour la gestion de l'espace Pince et Jeunes à compter du 1er juillet 2022. Il avait été indiqué à l'époque que l'objectif était à terme d'aboutir à une convention tripartite avec, d'une part, les foyers ruraux et d'autre part, un partenaire associatif local ayant vocation à porter la structure et à lui permettre d'être en contact étroit avec le tissu associatif de la commune. L'appel JV et l'association des parents de l'aide sollicité initialement a renoncé à être ce partenaire en raison des contraintes que cela générait pour sa propre activité. Mais un groupe de parents issus de cette association a souhaité créer une nouvelle association destinée à piloter cette nouvelle activité. L'association Jeunesse et Loisirs du Haut-Mont est ainsi née le 2 août 2022 avec pour but d'agir pour la jeunesse. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver et d'autoriser le maire à signer la nouvelle convention tripartite, donc la commune, foyer ruraux, jeunesse et loisirs du Haut-Mont, pour la gestion de l'espace Pince et Jeunes pour la période du 1er juillet 2022 au 31 décembre 2024. Le montant de la subvention annuelle de la commune est évalué à 62 000 € annuels en base 2022. Cette convention viendra se substituer à celle déjà signée, celle qui sera signée au printemps 2022. Merci. Une question. Donc, Nicole Prader. Nicole Prader. Alors, les jeunes âgés de 11 ans à 17 ans. Vous avez un jeune de 10 ans et demi qui est au collège et qui a envie d'adhérer au point jeune. C'est eux qui prennent effectivement les décisions, pas de faire signer en fonction de la date de naissance de l'enfant. Nous, on n'a pas le mot à dire, parce que c'est quand même un jeune qui veut s'impliquer localement. Il faut l'accompagner, quoi. Hein. Et personnellement, mon expérience dit que il y a ça, 11-17 ans. Ceux de 17 ans qui sont un peu paumés, qui doivent aller faire des démarches un peu à droite, à gauche. Là, un point réservé aux jeunes qui puissent venir interroger en dehors des heures d'ouverture. Si on ne veut pas mélanger la population, mais je crois qu'il faut essayer d'élargir. En tout cas, ce n'est pas subventionné par la CAF, donc on sort de la cible. La cible, c'est 11 ans et 17 ans, et c'est la seule tranche qui est subventionnée par la CAF. Après, il y a d'autres structures, mais ce n'est pas nous qui. Pour l'instant, on n'a pas eu assez facile. Oui, une question. On sort de la cible, et effectivement, de mélanger des préadultes avec des jeunes, ça a posé des problèmes par le passé, et ça en pose toujours. Donc la cible est là, et ce n'est pas nous qui faisons les lois. Il y avait une question diverse. Christopher Perron. Il y avait une question diverse écrite. Je pense qu'elle est plus actuelle. Attends, il y a Christopher. Mais la question que vous avez posée par écrit, vous avez posé une question par écrit sur ce point. Attends, c'était quoi? Qu'il vous manquait la convention et justement, les annexes. Christopher Perron, la question porte sur la convention qui a été portée à connaissance assez rapidement par M. Cotte, que je remercie. Par contre, l'annexe a été transmise qu'aujourd'hui, si je ne me trompe pas. Donc ça a été délicat de pouvoir l'étudier, et je souhaiterais que ça soit mentionné au procès verbal. Pour avoir parcouru et comparé les deux conventions, j'aimerais que soit éclairci le point de la contrainte du collège pour les enfants. Parce que sur la première convention, c'était marqué, ça ne prenait pas le critère de collège. C'est les enfants qui ont 11 ans mais qui ne sont pas encore au collège. Voilà, on peut avoir des enfants qui ont 11 ans, qui ne sont pas au collège, et qui pourraient rentrer dans le cadre du 11 à 17 ans. Donc j'aimerais comprendre qu'est-ce qui a motivé ce choix. C'est clairement marqué sur la convention. Et comme monsieur le maire vous l'a dit tout à l'heure, c'est par rapport aux jeunes de la CAF. J'ai compris que c'était l'âge qui jouait, mais pas forcément le niveau scolaire. Parce que pour moi, ça me dérange. Lors du dernier conseil municipal, on avait une délibération qui a été abrogée sur ce point-là. Cette fois-ci, il y a une nouvelle convention. J'aimerais vraiment la comprendre parce que ça va impacter beaucoup d'étudiants, beaucoup d'enfants, on va dire de pré-étudiants sur la localité. Et j'aimerais savoir quel message à passer aux enfants. Des collèges. Tu peux avoir des enfants qui ont 11 ans et qui voudraient pouvoir venir, peu importe leur niveau scolaire.
Mais ça fait... Ça... L'éducation est obligatoire en France, un enfant de 11 ans, il est forcément au collège. Non, il peut avoir redoublé. Pas Il peut forcément. avoir redoublé beaucoup, mais à mon avis, il sera accepté. Non, 11 ans, c'est l'âge normal pour rentrer au collège. Ouais, Donc si tu as redoublé une fois, non. Les critères ne sont pas explicites. Le premier chapitre, parce que tu n'as pas besoin d'entrer à l'école. À l'heure actuelle, nous avons quand même des enfants issus du CM2 qui fréquentent une fois de jour. Bah, c'est la question que la Convention ne couvre pas ça. Oui, mais dans ce cas-là, je demanderais, proposerais que dans la délibération qui est votée, soit retirée la mention collège. Parce qu'il est marqué 11 à 17 ans, collège, c'est clairement précisé. Il y a l'âge, après il y a le collège, je ne sais pas comment tourner cette phrase, mais... Faut peut-être revoir la phrase, quoi. Juste, peut-être. Je propose de voter sur ce point. Donc, qui est contre cette convention? Du coup, on est d'accord qu'on essaie de prendre 11 ans et que s'il y a écrit collège, on l'enlève, quoi. On est d'accord. Donc on vote pour, moyennant le fait de revoir ça, quoi. On va le regarder. Et oui, moi je pense que non, mais... Moi je suis d'accord sur le fond, mais sur la forme, je suis pas sûre que... On va leur poser la question. C'est pas ce qui se remboursent-ils, si c'est comme point de détail. Oui, si on est tous d'accord... Ça ne me paraît pas être... Abstention. Abstention pour moi. Je demande un complément d'information. Est-ce qu'on a intérêt à le voter si derrière on se retrouve avec ce problème? Parce qu'on a un conseil dans pas longtemps, on peut le remettre. Oui, on peut décaler la délibération, non? Non, mais si on se retrouve avec un vice de forme, c'est un peu idiot. Moi je suis d'accord pour voter, hein, mais si c'est... On peut faire modifier le texte assez facilement et renvoyer le texte sans le reporter. On aura suffisamment de sujets au prochain conseil. On a noté. Okay. On va attaquer peut-être la partie la plus importante qui est le débat d'orientation budgétaire. Donc on vous a envoyé le rapport d'orientation budgétaire avec la publication. Donc vous avez vu qu'il y avait plusieurs parties comme les années passées. Donc il y a la première partie, l'environnement économique national et international d'ailleurs, et les éléments clés de la loi de finances de la première partie, que je vous invite à lire. Dans la deuxième partie, donc on parle des résultats de la commune, donc de l'année 2022. Donc il y a une projection, on va dire, un projet du compte administratif 2022 qui va apparaître donc les résultats. Donc pour la troisième année consécutive, on arrive à un résultat d'un fonctionnement de 1 218 000 euros, donc supérieur à ceux de l'année passée. Cet excédent de fonctionnement donc, du coup, va être affecté au budget primitif 2023. Donc ça fera l'objet d'une délibération lors du prochain conseil. Cet excédent va nous permettre donc, de financer une partie des restes à réaliser en investissement, donc pour un montant de 484 000 euros. C'est ce qu'on affectera à la section d'investissement du budget primitif 2023 et 700, donc la différence 734 000 euros côté section donc, de fonctionnement. Donc on débutera le budget 2023 avec un matelas de 734 000 euros côté fonctionnement. Donc il n'y a pas d'élément majeur à signaler sur le compte administratif. Ce qu'on peut signifier notamment, c'est en dépense de fonctionnement, on a eu une baisse de l'AC, donc la solution de compensation de fonctionnement, liée au fait qu'on a remboursé une grosse partie des emplois entre 2011 et 2014. Le remboursement, on peut également voir le remboursement du dernier emprunt SFIL qui était lié à l'opération de renégociation qui a débuté en 2021. Donc il y a également l'impact de l'inflation sur les charges de fonctionnement, notamment l'électricité et le gaz. Je vous rappelle qu'on a augmenté le budget l'année dernière de 85 000 euros, mais on n'a pas dépassé l'enveloppe qui avait été réévaluée. En recette de fonctionnement, on a plus de recettes sur les dotations. Il y a la perception de la part de l'État pour le poste du conseiller numérique et pour le versement de la CAF pour la structure jeunesse. On a eu plus de recettes également avec l'encaissement de la DSC que l'on a eu pour l'année 2021 et 2022, qui n'était pas prévu, 17 000 euros. Et en dépense d'investissement, nous avons remboursé en capital le dernier emprunt SFIL, voilà, qui apparaît le dernier résultat. On a remboursé, comme je vous l'ai dit, la dette voirie donc
entre 2011 et 2014 pour un montant de 280 000 euros au mur tableau, ce qui nous fait donc baisser la dette de la commune. Des restes à réaliser sont également en loi de compte administratif. On a 920 000 euros de restes à réaliser en 2022. Alors je peux les balayer rapidement. Donc on a les études et les travaux pour le parc de la mairie, le city-stade, l'aire de jeu de Justaré, les extensions de réseau électrique, la vidéoprotection, les travaux ADAP, l'assainissement du cadre de la mairie, les alailles. Donc je ne cite pas les montants, mais ils sont indiqués dans le document. Concernant les recettes d'investissement, donc il nous reste également des subventions encaissées, notamment la dotation pour le programme ADAP. Une subvention de la part de la région pour le cheminement du Homo et l'installation des deux nouvelles passerelles. La subvention de la CAF pour le city-stade. Et deux subventions du département, une pour le parcours de santé du Homo et une pour la dernière phase des volets du cours scolaire qui a été changé. On pose nos questions à la fin. À la fin. On a pris deux questions écrites parce que donc en recette d'investissement, on a le montant de la table d'aménagement qui était supérieur aux prévisions également. Et on a donc l'inscription, bien sûr, du nouvel emprunt de 400 000 euros qui a été réalisé en 2022, conformément au budget primitif 2022. Concernant un petit point sur la dette, donc au 1er janvier 2022, la dette c'est de 2 638 000 et au 31 12 à 2 762 000, donc plus 124 000 euros, puisqu'on a remboursé une annuité de 272 000 euros, dont 183 000 euros de capital. Il y a eu une extinction d'emprunt en 2022, donc avec une annuité de 750 euros. Et donc l'emprunt de 400 000 euros a été réalisé suite au vote du budget primitif 2022 avec un taux fixe à 1,345% sur 10 ans. Et il y a également, la commune a également procédé au remboursement anticipé de l'emprunt, donc celui que je vous disais tout à l'heure, SFIL, qui faisait partie de la renégociation de la dette. Donc cet emprunt avec un montant de 93 000 euros. Et également les indemnités et les intérêts intercalaires de 14 000 euros. En 2023, il n'y a pas d'extinction d'emprunt. Et la totalité de l'encours est détenue par des emprunts à taux fixe. Donc la commune remboursera une indemnité de 320 000 euros. Et il est proposé également d'inscrire au budget de cette année un emprunt de 380 000 euros pour donc 250 000 euros pour la couverture du programme de rénovation énergétique du cours scolaire, 140 000 euros pour la couverture d'une partie du programme des AV. Donc la dette sur cette projection s'élèvera à la fin de l'année 2023 à 2 938 000 euros, ce qui représente 667 euros par habitant, ce qui est largement en dessous de la moyenne de la strate, puisque c'est 728 euros. Concernant les recettes fiscales, donc la taxe foncière, je vous rappelle, elle est basée sur deux paramètres, elle est calculée sur deux paramètres, les taux d'imposition et les bases fiscales. Donc il est proposé dans le cadre du débat d'orientation budgétaire de ne pas augmenter les taux d'imposition, donc comme cela a été le cas en 2021 et 2022. Donc je précise notamment, il est important quand même de dire que l'État a revalorisé les bases fiscales de montant de 7,1% pour le foncier bâti et le foncier non bâti. Donc cela va engendrer une augmentation de la taxe foncière que les administrés paieront. Et la commune n'a pas souhaité donc alourdir cette imposition et donc maintenir les taux comme les 2 années passées. Donc la projection du budget a été faite sur une hypothèse de dotation stable, puisqu'on n'a pas eu encore les notifications, on les aura on devrait les avoir en fin de mois. C'est la raison pour laquelle on votera le budget, et il avait été décidé de voter le budget début avril. Concernant les contingents et participations, on peut noter une augmentation importante de certains postes, notamment le SIAS, qui est confronté à d'importantes difficultés liées à l'inflation notamment. Donc on note tout de même une baisse de l'ACF, mais on voit qu'il y a une légère augmentation de l'attribution de compensation, puis il y a l'augmentation des charges pour les compétences exercées au niveau des services communs, donc les ATSEM notamment.
Donc on ne voit pas vraiment la baisse de la CF, mais pour la compétence notamment voirie, du coup, on a quand même cette baisse de 50 000 euros, liée au fait qu'on a remboursé une partie de la dette voirie. Concernant les orientations 2023, donc c'était le dernier grand paragraphe du rapport. Donc dans l'élaboration du budget, donc on a pris en compte un pourcentage sur les dépenses de la partie électricité et gaz pour prévoir de nouvelles augmentations. On a également pris en compte les dépenses de personnel avec une augmentation du point d'indice, puisque le point d'indice a augmenté en juillet 2022. Et donc là, on est parti bien sûr sur l'impact sur toute l'année. On est parti sur une hypothèse d'augmentation, une nouvelle augmentation du point d'indice en 2023. Donc on a également intégré dans le budget cette hypothèse. On a inclus également l'impact de l'inflation au niveau sur le SMIC, puisque quand le SMIC augmente, cela conduit mécaniquement à revaloriser les rémunérations des premiers échelons. Et également la réforme de la catégorie B qui se poursuit avec une vague de reclassement initial. Donc dans cette prévision, on intègre également un recrutement en cours d'un agent titulaire au service technique, afin de, puisqu'on a mis fait un contrat d'espace vert donc à cette prestation, donc on intègre ce recrutement pour compenser l'entretien des espaces verts. On intègre également le remplacement d'un parcours emploi compétences et le renouvellement de 2 parcours emploi compétences. On intègre également le passage au sein de l'effectif de l'intitulaire de l'agent recruté comme contractuel en 2008. Concernant les produits de fonctionnement, donc on inscrit 100 000 euros pour la taxe sur les terrains constructibles, notamment en lien avec le projet LUNES 2, qui est en cours. Et les recettes prennent en compte donc la participation de la commune de Villatte pour les dépenses engendrées au niveau du groupe scolaire. Concernant les recettes d'investissement, le budget intègre une recette exceptionnelle de 1 million et 3 000 euros pour la cession du foncier se trouvant derrière les services techniques. A noter que grâce à cette recette, nous allons du coup investir sur du foncier et donc il est proposé dans le cadre du débat d'acquérir les terrains qui sont un emplacement réservé au niveau du PLU, qui se trouve donc les terrains qui se trouvent derrière le collège. Et donc c'est cette acquisition qui sera faite en grande partie grâce à cette recette et pour le reste donc le financement d'une faible partie des ALAE. Donc notre objectif est de développer donc, le patrimoine de la commune et de prévoir donc les besoins futurs. Concernant les investissements 2023, nous avons donc bien évidemment, c'est pas un scoop, mais le démarrage des travaux des ALAE avec l'affectation d'un crédit de 1 million d'euros. L'investissement au sein du groupe scolaire, donc avec la rénovation énergétique du groupe scolaire Jean Jaurès 2, donc le remplacement des menuiseries, l'isolation du mur par l'extérieur, d'une partie, et le passage de l'éclairage OLED, pour un montant de 250 000 euros. L'isolation végétale des façades du groupe scolaire, donc les façades, il y a toutes les fenêtres qui sont plein sud, pour un montant de 25 000 euros. Le remplacement d'une partie de l'aire de jeu à la maternelle, donc pour un montant de 20 000 euros. L'équipement numérique, donc l'achat de tableau interactif et d'ordinateur pour 8 000 euros. Concernant la voirie, donc on englobe au budget une enveloppe globale de 700 000 euros, donc qui comprennent donc, le paiement de la dernière tranche de la rue de la Bourdasse. Je dirais le montant. C'est un poignet, autant le mettre là. On finit juste le débat pour la première tranche pour le Vincent, démarrage. tu peux préciser tout de suite les montants, comme ça on n'y reviendra pas, sinon on va revenir. Le paiement de la dernière tranche de la rue de la Bourdasse, donc 11 000 euros de dépenses et une recette de 133 000 euros. La première tranche pour le démarrage des travaux de la rue Sainte-Barre, 350 000 euros. L'aménagement et la désimperméabilisation de la place François Curiès, donc 100 000 euros. C'est 200 000 euros de dépenses et 100 000 euros de recettes. Quand on dit recettes, c'est des subventions. La première tranche de l'extension des parkings de l'avenue de Villatte, 24 000 euros. La création de places de stationnement à proximité du cabinet médical, 30 000 euros. La réparation de la rue Joannin, 37 000 euros. Et des travaux d'entretien divers, non définis à ce jour, 42 000 euros.
Donc, comme je vous le disais, il y a également le projet, je change de paragraphe, il y a le projet d'acquisition des terrains de l'emplacement réservé pour les futurs équipements sportifs, qui se situe derrière le collège. La mise en place de la vidéoprotection pour un montant de 110 000 €. Le financement des extensions du réseau d'électrification qui correspond aux nouvelles opérations immobilières, donc 85 000 €. Le fonds de concours, on en a parlé, le retard de pour la piste cyclable, 73 000 €. Donc le remplacement de 4 poteaux incendie, c'est une obligation évidemment, 24 000 €. L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, donc c'est lié au groupe de travail, aux travaux qui sont réalisés par le groupe de travail énergie, pour un montant de 15 000 € pour faire des économies d'énergie sur les bâtiments, avec la mise en place de temporisation notamment. La mise en place d'un circuit touristique et patrimonial d'une douzaine de panneaux, 15 000 €. La poursuite du programme de renaturation de la commune avec les plantations d'arbres et arbustes, 6 000 €. Et le projet participatif, 3 300 € en section d'investissement, 1 700 en section de fonctionnement, comme c'était le cas dans les 2 dernières années. Voilà, on prévoit également des crédits pour les opérations d'entretien et de maintenance du patrimoine. Et également donc, la poursuite de l'équipement des services techniques. Les crédits pour la rénovation, ça pas dit. Je ne les ai pas marqués. On les donnera dans le cas du budget primitif. Tu as une idée de l'ordre de grandeur, Non, c'est genre 20 000 €. Et je n'ai pas le montant exact, mais je le dis. On le précisera au budget primitif. Non, c'est un petit montant. Donc par rapport à ce budget, ce que je tenais à dire, c'est que pour la 3e année, la commune ne donne pas la taxe foncière à sa part, la taxe foncière au niveau de la commune. Donc malgré tout, on a un programme d'investissement qui est relativement important et ambitieux avec beaucoup de choses. Donc on a un certain nombre de questions. Alors, on a des questions écrites, alors je ne sais pas si on commence par la question orale ou par les questions écrites, mais tu as des questions, Nicole? Moi j'aurais voulu savoir quels les futurs équipements de 650 000 €, quels sont les équipements qui vont être mis en place. Est-ce que c'est quelque chose de défini ou est-ce que c'est en prévision de... Non, c'est en prévision de Cet aplacement il a été réservé au PLU en 1987, donc c'est pas aujourd'hui. Donc on a l'opportunité en vendant un terrain de pouvoir acheter ce terrain, donc on l'achète, en fait on transfère une parcelle à une autre. Et aujourd'hui, j'ai aucune visibilité sur ce qu'on peut faire et l'enveloppe en tout cas financière pour faire autre chose. En tout cas aujourd'hui on n'a pas. Oui. Voilà. C'est vraiment en prévision de fait. C'est ce qu'on a parlé en commission, mais c'est vraiment en prévision de fait. Et même si on prévoit de le faire, on n'est pas sûr que le propriétaire accepte de nous vendre. Oui, c'est un projet d'acquisition, c'est des Je croyais, c'est derrière le collège, hein, c'est ça? Oui. Je croyais que c'était un échange qui était prévu. Non. C'est un emplacement réservé. J'avais compris que la commune, c'est bien de rire, mais j'avais compris que la commune avait un terrain plus loin et qu'on espérait switcher ça de n'importe où. On n'a pas de La commune, elle a un terrain plus loin, oui. Mais c'est pas le même. C'est quelle surface c'est pour faire quoi et quelle surface? Parce que une prévision, c'est quand même, c'est ce qu'on veut faire un peu, sinon on ne met pas un prix à 650 000. On achèterait 39 000 m². À combien, pardon? 39 000 m². Vous le savez quand même, vous êtes quand même. Oui. Par contre, vous avez demandé quelque chose de permis? Non. Alors là, on a fait un contrat de fermage. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il a travaillé, ça vient dire à personne, j'avais déjà soulevé ce problème. Bien sûr, mais un contrat de fermage, ça ne rapporte rien. Et l'entretenir, nous, ça nous coûterait. Donc, merci. Oui, de façon. oui. Un contrat de fermage, faire un contrat de fermage, ça 100 € par année. Pas de quoi. Okay. Je passe aux questions écrites, peut-être. Christopher Perron, j'ai une question orale sur le point C, des restes à réaliser. Il mentionnait que l'assainissement des câbles de la mairie est à un montant de 40 000 €. Lors de précédents conseils municipaux, on avait posé des questions sur tout ce qui se passait au niveau des caisses, la rénovation des câbles de la mairie. Et aucun montant n'avait été mentionné par votre part. Est-ce que vous pouvez expliquer ces 40 000 €? Alors, ça a été voté au dernier budget, donc il n'y a pas de nouveauté. Ça a été voté au budget 2020. L'idée, c'est de commencer à faire l'assainissement du bâtiment. Budget 2020 ou 2022. Okay. Et on l'a déjà voté, donc ce budget n'a pas été réalisé, puisqu'effectivement, on n'a rien fait. Et il reste un reste à réaliser. Et effectivement, il faut qu'à un moment donné, on arrive
avant les travaux du parc, de pouvoir, au niveau des eaux pluviales, faire quelque chose. Et ça reste à réaliser. D'accord, donc c'est un projet qui est en dehors du cadre, on va dire, du projet de patrimoine. En dehors des caves. Ok. Enfin, moi, je comprends rien. On a voté un projet de réaménagement des caves en nous disant que c'était prévisionnel. Ça rentre dedans. À 350 000 € là, qu'on avait voté en nous disant que c'était prévisionnel et que ça ne démarrerait pas tant qu'il n'y avait pas la souscription De 50 000 publique €. qu'on verrait après. On l'a voté en 2022, c'était un budget prévisionnel, au cas où on commence à faire quelque chose, en attendant d'avoir effectivement la souscription au patrimoine. Et c'est resté puisqu'on n'a rien fait. Donc c'est resté à réaliser. Pas 350 000. Non, mais dans les prévisions. Pas 350 000. C'était le budget qu'on a fait. Vous nous avez dit à l'époque, quand on a posé la question de quand ça serait fait et comment et qu'est-ce qui était prévu, sachant que le dossier on l'a demandé, on l'a toujours pas. Et en fait, on nous a répondu, vous nous avez répondu, là j'aurais aimé qu'il y ait un enregistrement, que en fait c'était prévisionnel, qu'on verrait en fonction du montant de la souscription comment on financerait, qu'est-ce qu'on pourrait financer, puisqu'on ne savait pas comment on pouvait financer, et que donc c'était juste une idée, et qu'on verrait dans la pratique en fonction du montant de la souscription, qu'est-ce qui était faisable. Je peux répondre? Oui. Donc, Claudine Gambé, la question de... Vous savez que les choses évoluent. Dans les études qui ont été faites, il avait été montré qu'on ne pouvait pas aménager le cadre de la mairie sans les assainir. D'autre part, le bâtiment, au niveau du bâtiment, c'est quand même aperçu qu'il y avait intérêt et même nécessité d'avoir un assainissement du bâtiment lui-même. Donc, au moment où nous allons faire le parc, nous allons donc faire des mouvements de terrain, il paraissait nécessaire de prendre cette précaution d'assainir le bâtiment et donc de faire les travaux d'assainissement. Donc nous avons demandé, dans le cadre des études qui avaient été faites sur le projet global, il y avait une enveloppe pour faire l'assainissement du bâtiment. Heureusement qu'on avait demandé le montant de l'assainissement pur et qu'on a eu des réponses en disant c'est pas chiffré. On l'a voté en 2022. On avait posé la question, oui, on avait posé la question sur les 350, quel était le montant, s'il y avait un montant qui était justement ce que tu es en train de dire, qui nous semblait prioritaire de dire pour l'assainissement, est-ce qu'il y a un montant? Et la réponse a été non, il n'y a pas de chiffrage là-dessus. Christopher Perron, pour revenir sur ce point-là. Je ne me souviens pas de cette réponse. Claudine, la remarque qui avait été faite à l'époque, c'était le projet paraissait démentiel au niveau des caves de la mairie, que nous étions pour une rénovation. On avait même dit à l'époque un chiffre en assainissement autour de 120 000 €. C'est un chiffre qu'on avait shooté comme ça, qui ne nous paraîtrait pas, passez-moi l'expression, déconnant. Et c'est pour ça que je suis surpris de voir 40 000 €. Et je suis aussi déçu de la non-transparence de ces chiffres-là. Toute en explication. Non, ça reste à réaliser. On a des restes à réaliser sur les caméras de surveillance, on a des restes à réaliser. Oui, mais ça veut dire que le projet a été fait déjà. Ou là, on a voté l'an dernier, vous étiez bien au courant. Non, mais quand on vous a posé la question. Quand on a posé la question par rapport au projet global. Ce que vient d'expliquer Claudine, c'est exactement la question qu'on avait posée. Et c'était le bon sens et on était d'accord avec ça. Oui. On ne démarre pas la rénovation des caves. Pas les caves. D'accord, c'est très bien, mais quand on a posé la question de faire que l'assainissement, on n'a pas eu la réponse. En commission, on avait travaillé pour les caves, c'est une chose, et on a dit on fera l'assainissement, on travaille sur l'assainissement, et les caves c'est une autre chose, hein. En commission. C'est ce qu'on avait demandé, parce que c'est ce qui se fait. Christopher Perron, dans le projet global, ça a intégré l'ensemble. C'est ce qui se fait, ça va se faire. Non. On n'a pas une attaque complète devant la porte. C'est pas ça. Non, mais c'est pas ça. La remarque était... C'est au centime près. Eric, non, c'est pas ça. Non. La remarque, c'était juste, comme l'a expliqué Madame Gambet très précisément, il y a deux étapes. C'est ce que nous disions, l'assainissement, puis l'embellissement. Attention, on m'explique que nous n'avons pas encore le coût. C'est ça. Nous n'avons pas encore le coût parce qu'il y a des études, parce que les choses évoluent, parce que les questions évoluent. Nous n'avons pas le coût globalisé. Le reste à réaliser sur une enveloppe qui avait été affectée au budget pour le projet d'ensemble de la mairie. On avait affecté 40 000 € en 2022 et comme on a besoin, on considère qu'on va réaliser ces travaux en 2023, on reporte, on garde ce reste à réaliser. C'est pas le montant total. Tout est entendu. Le message que je passe en tout cas en mon nom, c'est que si le projet est d'après de demander, on va dire, définir une certaine enveloppe supérieure, parce que vous les avez 40 000 €, mais il vous manque encore de l'argent potentiellement pour rénover. Une estimation, Mme Pérez avait dit 120 000 €, si je me rappelle bien. Ça fait sens. Et là, dans ce cas-là, ça vaudrait le coup d'en discuter en conseil municipal. Tout à fait.
de séparer la rénovation, et je ne veux pas monopoliser la parole, donc séparer l'assainissement du bâtiment de l'extension. En faire 2 projets comme nous en proposions à l'époque. Et sur les questions écrites maintenant, sinon on va passer beaucoup de temps. Vincent, tu avais une question sur la prévision pluriannuelle. Alors, donc sur les questions pluriannuelles sur le DOB, donc c'est le dernier paragraphe en effet. Donc le dernier paragraphe, donc comme on l'a indiqué, en fait, on n'a pas de prévision pluriannuelle de trésorerie. On a mentionné en bas donc au dernier paragraphe du DOB, on n'a pas de recettes, ni de dépenses, ni d'emprunt. C'est indiqué, la commune n'a pas d'autorisation de programme, crédit de paiement en cours. Christopher Perron, question sur cette réponse. À l'époque, on avait parlé avec Madame Gambet de la rénovation au niveau voirie, de mettre un budget pluriannuel. Est-ce que c'est pas dans ce type de case qu'on peut le placer? C'est dans quel type de section qu'on peut le... Là, c'est des engagements pluriannuels, c'est des projets qui sont étalés dans le temps. Okay. Et donc qui sont par exemple sur plusieurs années. D'accord, c'est pas une réserve, c'est un projet vraiment bâti sur... Okay, donc tu as par exemple les ALAE, qui vont être plusieurs exercices, l'ADAP, ça dure, le parc de la mairie, etc. C'est vraiment des projets qui sont sur plusieurs années. Donc s'il avait été bâti, par exemple, un projet de rénover toutes les voiries de la ville sur plusieurs années, oui. Dans ce cas-là, ça aurait pu rentrer dans ce cadre. Là, c'est pas le cas. Non, parce que le budget voirie... Ah oui, le budget voirie, c'est plus le budget voirie, il y a l'agglomération de Bretagne. Oui, les budgets, oui, c'est juste les projets de la mairie. Dans ce cas-là, le budget voirie, c'est l'AC, donc c'est pas pareil. Ok. Donc, juste pour ma compréhension, c'est-à-dire qu'au niveau du Muretin Aglo, il faudrait que la mairie, en fait, négocie le budget qu'elle a besoin pour que le Muretin Aglo le bâtisse, on va dire, le prévisionne, et ensuite on paye en facture, c'est ça, non? Un peu comme pour les... Non. Oui, nous bâtissons un programme pluriannuel d'investissement avec le Muretin Aglo. Okay. Il y a une partie qui est consacrée à l'entretien de voirie, je dirais, l'entretien courant. D'ailleurs, Vincent a donné un montant. Il me semble. 42 millions. Hein, voilà. 42 millions. Donc, et ceci fait l'objet ensuite, je dirais, s'intègre dans le calcul de la Suite à la remarque d'un précédent conseil, tu m'avais répondu, Claudine, que c'était 25 000 € le budget, que c'était bas. Là, c'est monté à 42 000 €, ce qui reste toujours bas. Et pas à la hauteur, on va dire, de la réflexion requise. En fait, la problématique est qu'à beau jour, la commune devra refaire ses enrobés, trouver le financement. Alors, c'est ce qu'on a fait cette année. Si je peux répondre là-dessus, on a quand même des travaux neufs très importants sur la voirie. Donc, il faut que nous en tenions compte. Donc, et nous avons quand même une enveloppe qui est pour les travaux d'entretien courant. Peut-être que 40 000 €, c'est peut-être pas suffisant. De toute façon, aujourd'hui, c'est quand même quelque chose que nous avons discuté avec le ministère de l'eau. Et voilà, qui paraît raisonnable. Parce qu'on remarque mais de toute façon, dans toutes les communes, on n'a pas une voirie nickel. Je l'entends. Dernière remarque, Christopher Perron. On remarque ce que tu dis. On met énormément d'argent sur certaines sections de la ville, mais tout le reste de la ville est mis de côté au final. Si on fait un bilan, je souhaite que le bilan soit fait au niveau de la voirie, au niveau de la panne juste arrêt, celles qui sont effectivement réparables et celles qui doivent être refaites. Si nous prenons par exemple l'avenue de la Gare, qui viendra peut-être en discussion par la suite, qui est complètement faïencée, ce type de rue-là ne peut plus être réparé. Donc maintenant, c'est un remplacement complet. Et avec 42 000 €, on ne fera pas grand-chose. On n'aura jamais les moyens de refaire tout à neuf. Il y aura des réparations. Les réparations elles sont étalées dans le temps, comme pour Jouanet. Par exemple, Jouanet, c'est 37 000 €. Ça aurait pu être fait aussi depuis longtemps. On n'arrive pas avec un budget qui sort du chapeau. On a investi 700 000 € dans la voirie cette année. C'est énorme par rapport à ce que font les autres communes. Et on ira sans doute pas au-delà. On a un bilan qui est fait, puisqu'on a le bilan de toutes les rues, de toutes les voiries qui est fait régulièrement par la commune de Bretagne, il passe avec des caméras, etc. Oui, tout à fait. Ouais. Donc on a tout ce qu'il faut. On sait. Mais on sait que si on veut faire tous les écoles, etc., on n'a pas les moyens, il faut faire des choix. Donc c'est bien le rôle du conseil municipal de faire des choix. Est-ce qu'il vaut mieux mettre un investissement de 1,5 million aux ALAE plus 300 000 € de réparation dans les écoles, ou est-ce qu'il faut mettre 1 million sur la voirie? Aujourd'hui, je pense que la priorité, c'est les écoles. Moi, ce que je pense, pour répondre à votre remarque, monsieur le maire, Christopher Perron, la priorité est de ne pas oublier d'avancer, de mettre un peu de dépenses au fur et à mesure. Parce que là, en termes de voirie...
Il y avait une autre question sur les Alaïs. Donc on nous a demandé à voir les documents de marché. Donc les documents de marché, tant que le marché n'est pas attribué, on ne peut pas divulguer les informations, puisqu'il y a des candidats qui ont envoyé un certain nombre de pièces, et le nombre de pièces est colossal, hein, puisqu'on les a téléchargées et ça prend un certain temps. Le marché n'est pas attribué? Non, on est en train d'attribuer le marché. Mm. Non, il n'est pas attribué. On a ouvert les enveloppes la semaine dernière, il n'est pas encore attribué. Il est encore en attribution. Donc quand le marché sera attribué, bien évidemment, c'est un marché public, donc on dira quels sont les lauréats du marché par lot, puisqu'il y a un certain nombre de lots, d'ailleurs il y a sans doute un lot pour lequel on n'aura pas de réponse à ce jour. On nous a demandé la différence de coût, donc quand on a fait, il y a pratiquement un an et demi, l'estimatif des coûts, on était à 1,1 million de travaux hors taxes. Il s'avère qu'avec l'inflation, le coût des matériaux, le coût de l'énergie, les architectes ont estimé qu'on aurait 500 000 euros de plus. Donc on va arriver à un budget d'1,6 million hors taxe. Donc pour l'instant, ce n'est pas attribué. On va tout faire pour rentrer dans cette enveloppe, mais on n'est pas sûr d'y rentrer à ce jour. Et dans ces 1,6 million, il n'y a pas les travaux supplémentaires qu'on a demandé, puisqu'il y a des travaux supplémentaires comme des clôtures, etc. Donc on verra. Et le parking, donc on nous a demandé aussi le coût du parking. Donc le parking il est en phase d'étude, donc on va dire en phase esquisse puisqu'on n'a pas validé. On a un estimatif de travaux aux alentours de 380 000 euros hors taxe pour le parking des arrêts. Voilà. Où on aura les bus qui vont pouvoir être derrière et on a agrandi surtout le parking pour les employés des arrêts et pour les parents qui devront stationner là, avec un dépose minute. Voilà. Mais on est en phase d'étude, donc pour l'instant l'esquisse on ne l'a pas. Audrey, il y avait une question sur les écoles. Attends, juste pour les Alaïs, là. Moi je suis perdue. Quand est-ce qu'on a fait une consultation et sur quoi? C'était il y a un an? C'est pour architecte. C'est pour architecte. C'était quoi? Donc ça c'était le choix de l'équipe de conception. Architecte, etc. Ça a été attribué. Ça a été attribué. Ce dont on parle là, c'est les marchés de travaux. Les marchés de travaux sont en cours, ils ne sont pas attribués encore. Donc, Christopher Perron, sur Reformule, nous pouvons accéder au dossier, on va dire, de l'étude, vers les dossiers précédents, qui eux sont ficelés, attribués, et que pour les marchés actuellement en cours, nous devons attendre que la délibération se fasse. Par contre, ce qu'on demande, c'est la description des travaux, c'est-à-dire la consultation, le texte de la consultation. Ouvrir sur les écoles. Et est-ce qu'il y a bien les maternelles, du coup, maintenant, dans le truc? Dans le projet des Alaïs. Dans le projet des Alaïs. Elles n'y étaient pas, les maternelles, dans le premier conseil. Concernant la question que je proposais sur les écoles, donc il y aura bien effectivement un devis et un chiffrage pour 6 tableaux blancs interactifs et des ordinateurs pour les classes de maternelle. Concernant les projets de travaux, donc vous avez effectivement tout noté dans le DOB, donc ça concerne les travaux électriques, concernant notamment le changement des lumières pour du passage en LED, qui seront effectués si possible, et ce sera effectué le mercredi. Et le reste pendant les vacances scolaires, et on est en phase de l'écriture du marché pour une épicerie, qui concerne surtout le groupe Jean Jaurès de Celui qui est placé à côté de la crèche. Christopher Perron, question sur les écoles. Je souhaiterais que soit clarifiée de façon explicite la différence entre ce qui est marqué dans le DAUB et ce qui est marqué dans le PV en fait, du conseil d'école. Dans le PV du conseil d'école, il mentionnait des TBI dans chacune des classes, dans 6 classes, et des tablettes. Il est mentionné dans le DOB un TBI et des PC portables. Ce n'est pas des tablettes, c'est des PC portables, c'est les enseignants qui le demandent, ce n'est pas des tablettes. Et tout l'ensemble, donc les 6 TBI, si je reformule plus des PC portables, ça fera 8 000 euros. On a prévu une enveloppe de 8 000 euros, mais on n'est pas sûr d'en avoir assez. C'est ce qu'on a prévu au budget, mais si ça coûte 15 000, on ne mettra que 8 000. Ok. Donc les 8 000 euros ne sont pas réalistes pour l'achat de tous ces produits. Ben, au départ, c'est le chiffrage que nous ont donné les enseignants. Je pense qu'ils avaient estimé avec une fourchette basse. On verra, on est en train de faire des devis.
Christophe Perron, dernière remarque. En tant que parent d'élève, l'information qui a été communiquée, c'est qu'il a été vendu qu'il y aurait 6 TBI et l'ensemble des tablettes pour toutes les classes. Donc l'information mérite une correction au niveau de la population. C'est les enseignants qui l'ont dit, c'est pas nous qui avons le compte rendu. Non, le compte rendu a été, c'était la partie de Madame Tardieu qui spécifiait cette information. Donc par correction, il serait intéressant de mentionner que c'est un budget de 8 000 € qui a été mis avec un projet 2, mais ça ne veut pas dire que ce sera ce qui sera fait dans les faits. Madame Tardieu, alors concernant la demande effectuée par l'école maternelle, la responsable service numérique du rectorat a fait des propositions. Donc en fonction de ces propositions, il a été proposé par l'école maternelle de l'obtention de 6 tableaux avec 6 PC. En fonction effectivement de ce que nous pourrons acheter, on fera avec le budget. Je ne dis pas le contraire, Christophe Perron, juste qu'il y a une incohérence. C'est juste pour quelqu'un d'extérieur qui n'est pas au conseil municipal, il n'a pas cette information. En fait, juste pour résumer, les 8 000 €, on pense que ça va suffire pour. Non, ça ne suffira pas. Non, c'est une tranche. Audrey dit qu'il y a eu des prévisions. C'est compatible avec ça ou pas? Au départ, ils nous ont dit que ça suffisait. On ne sait pas. D'accord. Donc on espère que ça suffise. Il y avait une question sur les projets de voirie, donc on vous a donné les chiffres, donc on ne revient pas. Il y avait une question sur les terrains de sport, mais je pense qu'on y a répondu avec l'achat du terrain qui est au PLU. Il y avait une question sur les voiries, sur... bon, ça s'englobe après... Pardon? D'accord. Attends, sur le terrain de sport, on demandait les parcelles cadastrales et un plan. Ça y est, dans le PLU, donc c'est sur Internet, tu tapes PLU, pêche carré, les 2 parcelles, elles sont en bleu, celles qui sont réservées. Comment c'est celle? Elles sont réservées, elles sont en bleu. Donc elles sont réservées. Il y a des catégories dans les zones et Mais les zones plus. Voilà. Ça fait partie des documents. Et on a une question sur comment le terrain d'honneur est intégré dans les réflexions globales. J'ai répondu tout à l'heure que pour l'instant, on ne fait qu'acheter un terrain et on ne change rien dans ce qui est fait. On n'a pas de projet immédiat, on n'a pas de budget. Non, ça c'est pas la réponse. La réponse, c'est non. On achète des terrains. On prévoit d'acheter des terrains si les propriétaires veulent bien le vendre. Oui, c'est un projet d'acquisition. Quand on fait un projet comme ça, c'est qu'on a un plan. Des prévisions derrière. Quand il y a eu un emplacement réservé, il y a pu avoir une façon d'orientation vers des installations sportives. Voilà, ça oui. Voilà, ça a vocation d'installation sportive. Après, toute commune, bonne gestion d'une commune, doit avoir du foncier. Le problème du foncier, c'est que souvent on a des projets, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le foncier. Donc aujourd'hui, il y a en plus, il y a une recette exceptionnelle. Voilà. C'est important de le redire. Et de vente de foncier, on a vendu du il foncier. paraît logique de mettre une partie de ce montant de recette sur de l'acquisition foncière. Ah oui, je sais pas. Christophe Perron, la question est différente. La question qui a été mentionnée, c'est pas celle-ci. C'est le projet, on l'entend, d'acheter du terrain au niveau du collège. Donc pour ce faire, c'est financé en grande partie, du moins c'est financé en totalité par la vente du terrain communal, ça on l'entend. Une partie de la vente du terrain communal servira à payer une partie des allées. Tout ça c'est très clair. La problématique est la suivante. À quoi va servir ces terrains au niveau du collège? Auront-ils... Non, la question qui est mentionnée par écrit, c'est est-ce que les citoyens auront accès à ce terrain-là, comme ils avaient accès précédemment au terrain qui a été vendu? Les équipements sportifs, c'est les associations qui les utilisent. Le terrain de foot qui est accessible à tous, il reste accessible puisque ça va devenir un demi-terrain. Ça sera plus un terrain de foot, donc oui. Je veux répondre, il parle du nouveau terrain. D'abord, on a dit qu'il y avait un agriculteur. Il y a peut-être un fermage. Donc, voilà. Donc, non, la question se pose de l'usage. Comment les citoyens, ceux qui font du foot actuellement, pourront? Est-ce qu'il y aura une possibilité d'y accéder? Non? D'accord. Il faut que nous voyions dans la réflexion s'il y a un fermier. On ne peut pas vous répondre aujourd'hui. On ne sait pas on ne sait pas combien de temps va durer le fermage. Donc aujourd'hui, non, on ne sait pas. Non, mais là, En fait, le petit terrain qui va remplacer le terrain des écoles sera accessible aussi. Je pense qu'il est utilisé pour jouer, pour faire des petites parties, mais il n'y a pas 2 fois 11 joueurs, à part
club de foot, mais Oui. il y a une autre ventilation qui va se faire avec Roquette et puis peut-être une autre commune qui va intégrer la CG. Et il y a aussi le City Stade qui sera accessible à tout le monde. Et effectivement, les gens qui veulent jouer à la balle pourront jouer dans du foot à 8 sur le terrain des écoles et le City Stade aussi. Donc je pense que c'est pas. Il n'y a pas un problème. Du coup, il me vient une autre question. Là. Ce bout de terrain du terrain de foot de l'école pour le lotissement de la Taillade, il a été vendu à quel prix? Parce que c'est un terrain agricole. On n'a pas vendu le terrain agricole. On a vendu Le terrain de foot, ce terrain-là, c'est un terrain agricole dans le. Et on a vendu que la partie constructive. Mais la partie du terrain Elle de n'est pas foot, constructible. elle n'est pas constructible. C'est inondable. C'est un prix total. C'est un prix total. On a déjà monté un conseil. Oui, on sait, mais en fait, Quelle est la quand proportion? il n'y avait pas un plan clair et maintenant on commence à se demander où sont les limites. Et qu'est-ce qui reste comme terrain de foot, enfin de foot entre guillemets Le terrain est utilisable. Je ne sais pas exactement. Il y a largement de quoi faire un demi-terrain de foot sans problème. Oui, voilà. Plus un équipement sportif à venir. Claudie, tu as une question après sur l'impasse Pédonneau et les cabinets médicaux? Oui, alors, il y avait aussi une question sur la boutasse, qui n'a pas répondu. Tu vas à la fin, la réponse. Ah bon, moi je l'ai vu, alors c'était pas bien fait. On est dans le temps, toujours. Oui, non, mais bon, c'est pas dans le bon ordre. Donc, sur Pédonneau. Donc, sur Pédonneau. Oh, excusez-moi, mais voilà. Oui, sur les questions. Bon, les cabinets médicaux. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un projet de maison de santé. Donc, il y a des cabinets médicaux. Donc, aujourd'hui, il n'est pas question de faire des opérations importantes pour le parking du cabinet médical. D'ailleurs, il a son parking privé. Il était la question de pallier à des difficultés ponctuelles sur ce secteur-là. Et donc, on a cherché rapidement avec l'aide de l'Union Agglomération comment pouvoir faire quelque chose qui évite d'avoir des voitures qui soient stationnées sur les routes. Donc, Christopher Perron, à cette remarque-là, pour rappeler la situation, en fait, bon, je suis aussi accessoirement le président de l'ASL Coépicure, et là je parle je parle au nom de tous les colotis. Il a été fait, Madame Prader peut peut-être le confirmer, à l'époque le maire a eu l'injonction et a été signalé la dangerosité du lotissement, avec la nécessité pour la sécurité de ses concitoyens de résoudre le problème de sortie. À cette époque-là, une étude complète a été faite par le Muretin Aglo, qui est à disposition de Monsieur le maire. Cette étude-là, on a demandé à la consulter. Donc, a priori, elle a servi pour cette étude. non, pas du tout. Pas du tout, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Cette étude qui effectivement qui a été faite il y a plusieurs années, eh bien, à mon avis, elle est périmée. Elle est aussi subordonnée à des questions de réseau d'assainissement. Donc, aujourd'hui, ce projet-là, il est en stand-by, il n'a pas tout fait pour la commune. Donc là, aujourd'hui, c'est juste un petit aménagement. Ce projet n'a pas été validé par la municipalité précédente, il n'a pas été validé par nous non plus, donc c'est un projet qui est en phase esquisse. Donc un projet en phase esquisse, il n'est pas consultable. Donc il reste en phase esquisse, il n'a pas été validé. Je tiens à rappeler que le 16 décembre, une proposition de discussion tripartite a été faite entre l'ASL, la mairie et le cabinet médical, parce que justement, il y a eu énormément de problèmes avec ce cabinet médical. Pour cette demande par mail, aucun élu dans Destination de Sommeil n'a daigné répondre. Non, parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, le cabinet médical va déménager, donc nous n'entendons pas d'études importantes. Je ne vois pas en quoi on aurait dû faire une grande réunion pour tout simplement réussir à caser 3 places de... Dans ce cas-là, la remarque... Attends, non, Sandrine, une dernière. Dans ce cas-là, je me permets de faire une remarque au nom de toute la rue de l'impasse Pédonneau, dont plusieurs personnes habitent. Actuellement, la priorité, si la priorité est orientée de mettre 30 000 € dans 3 places de parking, elle est orientée envers des médecins. Elle n'est pas orientée envers les citoyens qui habitent sur place, tous les étudiants qui traversent dans une rue qui est dangereuse et qui ne permet pas une circulation en toute sécurité. On entend ta remarque, Christopher, mais on a répondu, on n'a pas les moyens de tout faire en même temps. On a éclairé les trottoirs pour aller jusqu'à la gare.
Après, les gens qui veulent prendre le parcours le plus court, c'est comme ceux qui traversent la voie ferrée en dehors du passage piéton, c'est leur problème. Le gouvernement ne peut pas. Non, je prends note que 30 000 euros, 30 000 euros sont mis pour des médecins, dont une partie sont des citoyens de Pain-Juste-Arrêt. C'est pas forcément, C'est pas pas- forcément pour des médecins. C'est pour les médecins. Ces trois places-là ne servent qu'aux médecins. Non, Ces 3 places-là ne serviront qu'aux médecins. je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une demande, en fait. Ce projet, c'est pour qu'il n'y ait pas de voitures stationnées sur le trottoir. Vous aurez des voitures stationnées sur le trottoir. Systématiquement, Il y en a ailleurs, non, je non, le reconnais. je me permets, Claudine, systématiquement, il y a entre 5 et 8 voitures non garées. Donc c'est 3 places de parking, c'est des troufs. Bah, on Donc fait pour ce 30, qu'on peut. non, pour 30 000 euros, Ça suffit. non, pour 30 000, non, ça ne suffit pas. À l'heure actuelle, vous avez un problème avec tous les citoyens juste à côté. Mettre ces 3 véhicules, vous n'avez pas indiqué où ils seraient placés. Donc je suppose que c'est dans la bande de terre où les gens se garent. C'est ça. Cette bande de terre se trouve dans un virage hyper dangereux. Non, c'est dans une virage. En tout cas, ça passe économique. Question suivante. On a une question sur les caméras de surveillance. Donc, pardon, j'ai pas fini. Donc, je comprends la réponse de Claudine que le cabinet médical, il est bien destiné à être mis à Malrivière après. Hein, c'est-à-dire que les médecins qui sont là sont partants pour aller à Malrivière. Et la question, c'était est-il envisagé de monter, enfin, comment est procédé pour monter le cabinet médical? Est-ce qu'il y a une étude qui est prévue? Quelle est la dynamique qui est en C'est un cours? projet privé. C'est privé, hein. C'est un projet privé, donc c'est eux qui le font de manière privée avec un promoteur privé. Voilà. Donc la commune, on n'intervient pas du tout. C'est privé. Juste à cette remarque, étant donné que le cabinet médical, je reviens sur l'historique, le cabinet médical a fait le choix de s'implanter dans un endroit où il n'y a pas assez de places de parking. Donc actuellement, les 30 000 euros sont financés par la commune pour un besoin privé. Bah oui. Pas forcément. Et actuellement, la dangerosité de la sortie de lotissement n'est pas prise en compte. C'est pas Je considère que les patients qui vont chez la Normée, c'est de l'ordre du privé. Je considère qu'il y a autant d'équilibre à prendre entre les personnes qui vont chez le médecin et les citoyens qui habitent dans la même zone. À l'heure actuelle, il y a un choix qui a été fait de favoriser les médecins et de ne pas considérer tous les citoyens qui habitent dans cette zone. C'est la question de la sécurité sur les trottoirs, c'est tout. C'est pas la question des C'est médecins. ce que je viens de te dire. Je termine là-dessus, après c'est fini. Claudine, ces 3 places-là ne résoudront pas le problème. Non, je te transmettrai toutes les photos locales montrant que 3 places ne suffisent pas. Christopher, on a les policiers municipaux qui passent tous les jours, donc on sait très bien comment ça se passe. En tout cas, 3 places, ça réglera une partie du problème, et en tout cas, ça apaisera peut-être. Et ça ne réglera pas la dangerosité du lotissement. Non. Ok. On a une question sur les caméras, Francis. C'est quoi la question? Nous demandons à disposer des documents. Information technique et financière. Déjà, les documents, ils ne sont pas encore terminés. Donc, ma réponse, je la tourne en faisant un point sur le projet. Le point sur le projet, c'est qu'on a déposé, j'ai envoyé les documents au référent de la gendarmerie nationale pour la vidéoprotection sur la Garonne. C'était vendredi dernier. J'attends qu'il les valide. Dès qu'il les validera, ou en tout cas, il y aura peut-être encore des allers-retours, parce que ce n'est pas la première fois que je lui envoie. Mais qu'il les validera, on déposera le dossier à la préfecture. J'espère qu'il pourra être examiné, je dis bien j'espère, parce qu'ils ont 300 ou 400 dossiers par an. J'espère qu'il pourra être examiné à une session qui devrait avoir lieu vers le 15 avril. Et parallèlement, on va mettre évidemment à disposition des soumissionnaires l'appel d'offres qui concerne la mise en place du dispositif de vidéoprotection. Donc le dossier aujourd'hui n'est pas communicable. Et donc, pour les soumissionnaires, ce sera quand tu dis, en même temps, Pas de date encore. quand tu auras la réponse de la préfecture. Pas forcément. Si la préfecture tarde un peu, on pourra éventuellement lancer l'appel d'offres. On prendra la décision avec le directeur des services techniques. Donc, en fait, le coût total du projet aujourd'hui, c'est 110 000, c'est ça ou... C'est 166 000 TTC. C'est le 50 plus 110. Pardon? Sur nos armes. Oui. Sur la vidéo, sur la vidéo, ce sont les agents de la police municipale qui vont le gérer. Oui. Oui. L'écran et le serveur seront sécurisés. Les écrans, d'ailleurs, je crois qu'il y en a deux, il me semble. Seront sécurisés dans
dans le bureau de la police municipale. Voilà. On ne fera pas de surveillance à temps réel, bien entendu, on n'a pas les moyens de le faire, on n'a pas l'effectif pour le faire, bien entendu. C'est ce que je voulais dire. On ne peut pas recruter, t'imagines? Regarder la télé toute la journée, regarder des camions. C'est pour ça, parce qu'ils sont déjà assez sollicités. Si en plus, Non, il n'y aura pas. Non, le dispositif est un dispositif que nous considérons comme incitatif au calme, si tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que les recherches que nous serons amenés à faire avec les outils qui vont bien pour les horaires, etc., puisqu'il y a des lecteurs de plaques minéralogiques, enfin, il y a tout un dispositif intégré, se feront soit parce qu'on fait des recherches particulières sur des choses qui se sont passées dans le village, et il s'en passe malheureusement, et puis elles se feront aussi, bien entendu, sur l'acquisition de Pokémon. Il n'y avait pas moyen d'avoir recours à une société ou une gendarmerie plus large qui ait la capacité de surveiller, parce que là en fait, s'il y a un délit, il faut le constater par ailleurs pour se dire tiens, on va aller voir les caméras. Enfin, c'est du rien, mais enfin, ça sert en gros à récupérer les trucs qui ont été volés. Bien sûr que non, on peut aller voir les caméras, on n'est pas obligé d'attendre une réquisition du procureur. La PM peut aller voir, peut aller faire des recherches. On signale, quelqu'un qui signale un fait délictueux dans la commune, à la PM peut faire les recherches qui vont bien. Oui, donc c'est a posteriori, ça améliore pas la sécurité, quoi. C'est d'aller chercher les coupables quelque part. On peut se dissuader, c'est pas mettre des mecs derrière les barreaux. Ça dissuade. On peut tout le monde aller chercher Bilat, on peut plus qu'il fasse chier que juste arrive. Si tu veux que je prenne un raccourci un peu, voilà, Sauvens ou je sais pas qui. On avance un peu parce qu'il est quand même 40 cas. On avait une autre question en nous disant qu'il y avait été fait, il avait été fait des propositions pour le DOR. Alors, c'est méconnaître le fonctionnement d'une commune, parce qu'on ne fait pas des propositions pour le DOR, les propositions elles se font en commission. Sinon, c'est lié complètement le travail budgétaire qui a été fait tout au long de l'année. Les commissions, elles ont commencé à se réunir le 15 octobre. Ils devaient rendre leurs résultats par rapport au financement de cette année avant le 15 janvier. Donc, c'est pendant cette période des commissions qui étudient les dossiers. C'est là qu'il faut faire les propositions. Moi, le DOR, c'est trop tard. Donc, c'est pas là qu'il faut faire les propositions. Excuse-moi, mais la commission environnement, elle n'existe plus. Et ensuite, toutes les propositions de budget, elles ne sont pas obligatoirement préparées par des commissions. Les commissions, c'est facultatif. Donc, qu'on ait proposé trop tard, je veux bien l'entendre, hein, mais ça n'a rien à voir avec les commissions. Après, tard ou pas, est-ce que ça vous plaît, est-ce que ça vous plaît pas? Parce que peu importe, on ne va pas chipoter sur la date. Ça vous parle, ça vous parle pas, vous n'en voulez pas. Il y a des choses qui vont, par exemple, je prends les nichoirs. On a mis des nichoirs en 2021. Oui. On n'a pas fait un bilan pour savoir si les nichoirs étaient utilisés ou pas. Donc on va pas remettre des nichoirs si on ne sait pas si ça sert à quelque chose. C'est un exemple. En tout cas, vos propositions ne sont pas faites. Il y a des commissions, il y a des commissions de travaux, il y a des commissions pour animer les villages avec les associations, etc. C'est au sein des commissions qu'il faut faire les propositions. Et donc, sur le point de la sensibilisation au changement climatique, effondrement du vivant, rareté des ressources, acidification des océans, l'ensemble des enjeux majeurs auxquels on pense, auxquels on va être confronté à très court terme, il n'y a pas que l'énergie. On avait proposé une formation à l'ensemble des élus et l'ensemble du personnel. Ça, c'est quelque chose qui ne vous parle pas. On va passer sur ce point-là, je vous ai déjà proposé au mauvais moment. Donc vous en mais non, Philippe, on n'est pas vraiment capable de le remettre dans le budget si ça vous parle. C'est une question de choix. C'est pas un montant énorme, donc c'est une question de choix. On a un budget formation qui est limité et chacun a le droit de faire la formation qu'il souhaite. C'est pas à nous à dire on va faire une formation à tout le conseil municipal. S'il y en a un qui a envie de se former sur les finances, l'autre sur les travaux, etc., c'est pas à moi de dire on va faire une formation sur ça. En plus, il y a des enjeux qui dépassent les enjeux de la commune. Désolé, sur les problématiques des océans, on peut avoir toutes des opinions différentes. C'est un problème, mais ce n'est pas la commune qui pourra agir. Il y a des organismes internationaux qui ont déjà beaucoup de difficultés à s'entendre sur la planète. Il y a des conventions internationales qui ont lieu tous les jours avec d'autres moyens que ce qu'on peut avoir. Je suis désolé, on est une commune de 4500 habitants. L'environnement s'en préoccupe tous les jours.
Quand on fait des économies d'énergie, je pense qu'on s'en préoccupe. Quand on plante des végétaux, on s'en préoccupe. Quand on fait des ponts raisonnés, on s'en préoccupe. Donc je passe au point suivant. Merci. Non, je passe au point suivant. Non, ça n'a rien à voir. La formation, Je c'est le passe au point point qui est suivant. identifié comme un point de départ de la mutation qu'on va avoir à faire. Question suivante. Il y a des questions détaillées sur le DOM. On en terminera là avec ça. Oui, donc chapitre 67 exécute à 57% seulement, donc c'est une bonne nouvelle puisque c'est un budget exceptionnel qui aurait dû être utilisé en cas de difficulté, notamment le Covid. Donc on n'en a pas eu besoin en totalité. Donc c'est une bonne nouvelle. Le chapitre 24, produits et cessions foncières, donc c'est un chapitre destiné au mouvement d'ordre. Il y a des cessions de terrain. Il doit être budgétairement ouvert, mais ne fait pas l'objet d'une réalisation in fine. Son taux de réalisation est donc de 0%. Mais les cessions prévues ont bien été opérées, ces opérations d'ordre. Alors, c'est le produit de fonctionnement de 100 000 €. Alors ça, c'était marqué par contre, mais c'est en prévision de la recette de la taxe d'habitation pour les terrains de constructifs à Blanc. Tu peux répéter là, j'ai pas compris. Pardon, c'est la taxe d'aménagement liée au lotissement. On a compris après. Voilà, donc on a terminé sur le DOB. Alors je vais demander à ce qu'on vote sur le DOB. Alors je vous rappelle. Non, on a le droit de. Voilà, je finis quand même. Vous répondez à toutes vos questions, il n'y en a pas d'autres. Non, mais c'est soumis à délibération, donc on peut discuter. On peut délibérer. Sur le centre-bourg, le parc surtout. Qu'est-ce qu'on en est où? Et j'ai vu qu'il y avait 140 000, enfin 150 000 en 2023, je ne sais plus combien. On est à la totalité. C'est quoi le planning? On en est où du parc? On pourra parler au budget aussi. Enfin, on est dans le DOM. Le budget, c'est le mois prochain. Le DOM, c'est en prévision du budget, non? Ça, c'est beaucoup d'argent. Non, on vote sur le fait qu'on a fait le débat. Non, on fait le débat. Mais en gros, on aura fini de faire 2023. Alors, sur le parc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'incidence des travaux qui sont à faire sur l'assainissement des murs de la mairie. Donc déjà, il y a une modification. Donc ça ralentit le projet. Donc aujourd'hui, on a eu une première esquisse, mais voilà, on a même suspendu la mission un certain temps pour régler cette question de l'assainissement. Donc on aura encore des études en 2023 et probablement, vraiment c'est très difficile de répondre aujourd'hui, mais il y aura peut-être un début de réalisation, mais ce sera plutôt en 2024. Donc on termine sur le DOM, donc le débat a eu lieu. Donc ce qu'il faut retenir surtout, c'est qu'on a un programme d'investissement qui est ambitieux et qu'on n'augmente pas la fiscalité de la taxe foncière pour les habitants. Donc je vous demande de voter sur le fait qu'on ait eu ce débat. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Sur le point suivant, on va aller assez vite sur la FL, puisque si on remonte quelque chose, on va aller assez vite. Mais la FL, c'est une garantie d'emprunt. Donc on a fait un emprunt à 1,39, on en a parlé. Donc on est obligé d'être actionnaire de la FL. Donc on a prévu de payer en 5 ans 4 800 €. Donc cette année, on repaye 4 800 € et il nous restera encore 3 ans à payer. Et en fait, on devient actionnaire de la FL pour avoir des prêts à taux bonifiés, j'espère. Et c'est là où on devra emprunter pour les écoles s'ils sont meilleurs que les autres organismes à qui on demandera de faire une proposition d'emprunt. Voilà. Donc je vous demande de voter. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Le point suivant, Francis, sur la Turquie et la Syrie. Subvention exceptionnelle à nos victimes du séisme en Turquie-Syrie. En préalable, je rappelle que ce séisme a fait plus de 50 000 morts, 45 000 en Turquie et 6 000 en Syrie. Donc, le violent tremblement de terre qui a frappé le 16 février la Syrie et la Turquie est le plus puissant dans la région depuis près de 100 ans. Il est survenu au pire moment possible pour les enfants et leurs familles, déjà fragilisés par un hiver rigoureux et une grande précarité économique. Les équipes de l'ACTED sur le terrain s'affairent depuis les premières heures de la catastrophe à apporter une aide d'urgence aux dizaines de milliers de victimes, fournir des abris aux familles privées de toit, équiper les cliniques en médicaments et en matériel, distribuer des vêtements chauds, de l'eau et rétablir les installations sanitaires. Elles identifient les enfants séparés de leurs parents et leur apportent protection et soutien psychologique. Il est proposé au conseil municipal de décider de verser à la tête une subvention exceptionnelle de 1 000 €
soutenir son action en direction des victimes de ce séisme. Voilà. Mais c'est pas, nous sommes non, mais bon, c'est l'inverse. Ah, si, Si toutes les communes font pareil, ça serait bien. Donc, je vous demande de voter, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Cathy, peut juste parler en fait. Alors, avec la levée au 1er février 2023 des dernières restrictions liées au Covid-19, le programme d'animation de la commune et dans le comité des fêtes de Saint-Just en fête retrouve de l'ampleur. Après une année 2022 plutôt modeste, la trésorerie de l'association n'était pas assez élevée pour supporter l'organisation des manifestations au premier semestre 2023. L'association a donc demandé à la commune de lui verser une avance sur la subvention 2023 qui ne sera votée que lors du budget primitif prévu le 5 avril prochain. Il est donc proposé au conseil municipal, au vu du programme d'action et du budget prévisionnel, de délibérer pour décider de verser à l'association Saint-Just en fait une avance de subvention de 2023 de 5 000 euros. Voilà, je vous demande de voter, qui est contre, qui s'abstient. Merci. Claudine, un point important, l'échange foncier et l'USL. Oui, malheureusement, comme Philippe, en fait, c'est un point mineur, mais c'est un petit peu compliqué, donc je vais vous faire la délibération directement. Donc, par délibération numéro 2022-02-11 du 6 avril 2022, le conseil municipal a autorisé la cession par la commune à la société SQCI Les Parcs Aménageurs des terrains cadastrés AX112, AX80, AX113. Bon, c'est ce qu'on a appelé un certain temps projet de lotissement commun. À l'occasion de la préparation de l'acte définitif, l'acquéreur a fait procéder à un relevé de géomètre des terrains concernés. Et celui-ci a montré que les clôtures d'une propriété riveraine des terrains communaux, donc la propriété mieux celle cadastrée AX79, ont été mal implantées par rapport aux limites définies par le plan de division et de bornage établi en 1984. Deux clôtures situées à la limite des parcelles communales présentent un écart d'alignement par rapport aux parcellaires, l'une dans un sens et l'autre dans l'autre. Donc, la commune aurait pu demander au tiers de rectifier l'implantation physique pour la mettre en cohérence avec les limites de propriété, c'est-à-dire en fait supprimer la clôture des propriétaires. Mais cela aurait forcément engendré des dépenses importantes pour le tiers, donc des délais significatifs, alors même que d'autre part, l'implantation physique actuelle ne gêne en rien le projet, puisque ces espaces sont destinés à rester non bâtis. Il a donc été proposé au consortium Mieuxel un échange de foncier permettant de rectifier les limites cadastrales en les ajustant sur les limites physiques constatées. Cet échange n'est pas équilibré puisque la propriété en pièce de 27 m² sur le domaine communal est en retrait de 23 m² par rapport au domaine communal. L'échange est prévu au prix de 85 € du mètre carré, conduisant à un solde en faveur de la commune de 340 €. J'espère que vous comprenez le. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser le principe de cet échange foncier, d'approuver le prix de l'échange et le solde, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de cet échange. Il y avait une question écrite là-dessus. Oui. Je sais l'objet de ta question. Il y avait sur le. Vas-y. Quelle est la destination de ce bout de terrain dans l'immédiat? La parcelle AX80. Alors, la parcelle 94 et la 107 sont des parcelles, c'était propriété de la commune pour un 6e à usage de passage. Donc ces parcelles-là ne sont pas vendues, mais ce droit de passage. Excusez-moi, tu parles de quelle? Je réponds à votre question qui avait été posée oralement sur la parcelle 94 et 107. Elle est sur le chemin. Tu es sur l'autre, oui, d'accord. Voilà, c'est un triangle. Ce droit est indissociable de la parcelle qui a été vendue au promoteur du lotissement. Je vais vous indiquer le notaire. Pourquoi? Parce que c'est une obligation. Elle est indissociable des autres terrains. La parcelle, la part communale de qui ne sera pas construite est indissociable de la vente. C'est la parcelle, les parcelles A94 et AX147, c'est l'impasse du Vigné. Oui, c'est là qu'il y a un droit de passage. Ce que je vous ai dit, c'est propriété de la commune pour un 6e à usage de passage. Voilà. Et ça, c'est indissociable de la vente. Donc, ces terrains-là sont dans l'opération générale. Lié à la X80 qui débouche dessus, c'est ça? Oui, mais non pas. Mais ça reste une parcelle
à un 6e pour du passage. Donc c'est absolument pas constructif. Mais l'impasse du Vignet, elle n'est pas que pour du passage piéton. Mais c'est pas toute l'impasse du Vignet, c'est 2 parcelles qui sont en bout de l'espace du Vignet. Mais on parlait des... Bon, je pense que vraiment personne ne va rien comprendre à ça. On n'a pas le plan. Oui, non, mais Et ça, je suis à votre disposition pour regarder ça. Mais c'est vraiment, voilà. C'est des questions très compliquées, mais il nous reste juste quelques points si on peut essayer d'avancer. Je voudrais dire pourquoi on va voter non pour cet échange foncier. Alors, nous sommes pour cette régularisation en tant que telle, puisque effectivement, autant rectifier sur là où sont les murets, etc. Par contre, comme on a compris que cette régularisation, elle est nécessaire pour la vente du terrain communal et que nous sommes opposés à avoir empiété sur le terrain de foot avec la vente du terrain communal, oui. Je ne sais pas si c'est clair. C'est-à-dire que dans l'opération au promoteur, il y a l'amputation du terrain de foot. On n'a jamais compris pourquoi on allait faire des terrains privés sur un terrain de foot qui servait à tout le monde. On pouvait très bien vendre le terrain communal pour le lotissement sans vendre la partie agricole du terrain de foot. Donc, à partir du moment où on est contre ça, on va voter contre cet échange de parcelles parce que ce serait un moyen. Je propose de voter, donc qui est contre? Et en plus, ça permettait, je finis de lire, de plus, ça va permettre de créer un lotissement de plus sur la commune, au moment où il se construit déjà énormément de logements nouveaux, que ce soit des immeubles ou des lotissements. Il y a beaucoup de gens qui rouspètent en disant ça se construit de partout, et ça on ne peut rien, puisque le PLU le permet, donc on ne peut rien faire contre. Donc où on pouvait différer dans le temps cette construction du terrain communal pour attendre que la vague qui est en cours sur les terrains privés soit un peu effacée. C'est ton point de vue. Oui, c'est notre point de vue. C'est notre point de vue. Après, on avance. Qui s'abstient? Moi, je vote contre. Oui. On a continué. On va avancer le plus. Donc, création de postes de titulaires. Donc, on avait des contrats PEC, donc parcours emploi compétences. Donc, on est bien dans le but d'un parcours emploi compétences. C'est des gens qu'on a recrutés qui étaient plus dans le marché de l'emploi. Donc, c'est des gens qu'on a accueillis, qu'on a formés. Aujourd'hui, ces gens nous donnent satisfaction. Donc, on envisage de les stagiariser et c'est normal. Et on a recruté un contractuel aussi l'an dernier qui nous donne satisfaction et on veut aussi le rendre stagiaire. Donc, en fait, on va ouvrir 3 postes pour recruter ces personnes qui donnent satisfaction. Donc, je vais me noter qui est contre, qui s'abstient. Merci. Renouvellement de la convention retraite. J'avais une question. Dans le DOB, il y a une absence longue durée ou 2 absences longue durée qui sont mentionnées. Alors, on l'a répété X fois, ça. C'est quelqu'un qui était en arrêt maladie qui service du ménage, au niveau du ménage, et on l'a remplacé par un service extérieur. Et on l'a dit plein de fois. Donc, on le redit. Renouvellement des conventions retraite. Donc, il a été proposé par le CDG 31 de nous proposer une convention de prestation. Donc en fait c'est une aide à la constitution d'un dossier de retraite. Donc on est en capacité nous-mêmes de faire ce dossier de retraite, même si on était en face d'un sujet compliqué et qu'on ait besoin de relire les pièces, etc. Donc on pouvait avoir l'aide du CDG. Donc si on n'utilise pas, c'est gratuit. Et sinon, on doit payer une somme qui est indiquée au maximum de 149 €. Si on devait l'utiliser, donc c'est un service supplémentaire qu'on n'utilisera peut-être pas. Donc je vous demande de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Il me reste à rendre compte des décisions, donc il y en a un certain nombre, donc je vais aller vite. Donc il y a une convention avec la société Recycle Libre, un contrat de vérification diverse avec la société Prévence Coop, la demande de subvention à la DETR. Vous avez une grande partie de vos réponses qui sont dans cette délibération qui était sur le site de la mairie depuis fin décembre. C'est pour ça qu'on a posé les questions, parce qu'on l'a vu. D'accord. Donc tout ça, c'est pas notifié, donc aujourd'hui, je ne peux pas vous répondre, puisqu'on n'a pas de notification de subvention. Contrat de formation avec la société Prévence Coop, le renouvellement de l'adhésion à l'AMF, une convention d'adhésion avec Occitanie, Livre et Lecture. On adhère à l'association des archivistes de France, une adhésion au CIALT, un contrat de maintenance avec les ascenseurs, adhésion à la fondation du patrimoine, à paysage d'autant, la société du patrimoine du Muretin, adhésion au ralliement l'étoile,
l'Association des petites villes de France. Et enfin, on a fait une demande de subvention au FIPD pour la vidéoprotection. Voilà pour les décisions. Au niveau du droit de préemption, donc, il y a un certain nombre, comme à chaque fois, de ventes sur la commune. Alors, je ne vais pas les citer toutes. C'est des maisons individuelles et terrains, des appartements et des terrains. Donc, la commune n'a pas exercé son droit de préemption sur ces différentes ventes. Il me reste à conclure la prochaine séance. La question orale sur l'abordage. Je finis sur mon propos. Sur la prochaine séance, donc, elle sera le 5 avril 2023. Donc, on votera le CA et le budget primitif. Et enfin, la semaine prochaine, pour ceux qui le souhaitent, on va inaugurer le panneau des maires qui est derrière vous. Donc, ça sera avec l'ancienne municipalité, avec Jean-Baptiste Cassetta, qui viendra pour inaugurer ce panneau avec les maires qui ont été élus à Pelchtaré depuis 1800. La question. Voilà. Allez, Claudine. Et moi, la dernière, vous avez posé des questions sur la réflexion de la rue de la Bourdade. Donc, le coût total des travaux de la rue de la Bourdade, donc le bilan financier n'est pas totalement terminé en attente du dernier financement du fonds de compensation de la TVA et puis du paiement de la facture de protection finale à réaliser d'ici la fin du mois. Donc, sur les subventions, nous attendons un retour du département, très clairement. Sur la question de la protection finale, dans le projet, le Muretableau ne nous avait pas proposé de faire nous a proposé après réalisation des travaux de faire un film pour protéger la salissure, je dirais. Donc, nous avons finalement accepté de le faire, malgré le surcoût, et ça va être fait dans le budget, pardon, la rue de la Bourdasse, du coup, j'ai zappé un morceau. Donc, le prix total, je comprends qu'il y a des subventions qu'on attend, mais. Alors, oui, c'est. Non, alors, vous avez posé une question sur le panneau aussi. On n'avait pas mis le montant et les cofinancements parce qu'on n'avait pas les cofinancements. Donc, on a mis pour le final. Nous, aujourd'hui, on se base sur les. On n'a pas les bilans totalement finalisés. Mais à l'heure actuelle, c'est quelle fourchette? Christopher Perron, quel est le montant actuel des travaux avant subvention? Avant perception des subventions? Parce que je me permets de faire la remarque, d'être surpris on a fait un DOB avec beaucoup d'opérations, de chiffres bien précis. Et on n'est pas capable, à 80%, de dire quelle est la marge d'erreur sur le financement de cette rue. C'est pas ça, c'est que je ne veux pas donner le bêtise. C'est pour ça que je parle de fourchette, Claudine. C'est une fourchette, je l'entends. Le panneau qu'on a mis en bas de la rue, il y a indiqué 600 000 €, donc vous allez le voir parce qu'il restait quand même. Il y a 2 mois en bas de la rue, on a la photo aussi, vous n'avez pas vu. Le grand panneau qui était devant la salle des fêtes, donc il y avait marqué 600 000 €, donc c'est le montant des travaux. Après, il y a des travaux d'études qui se rajoutent dessus. Donc on va dire que l'enveloppe globale, elle va être aux alentours de 720 000 €, on n'a pas le détail. C'est l'enveloppe globale de travaux, avec les études et les travaux. Ok, je souhaiterais que soit noté que lorsque cette enveloppe sera définie, qu'elle soit communiquée au groupe Pelchtaré Durable. Non, elle sera en réponse. Elle sera communiquée à toute la population. À tout le monde, oui. Oui, non, tout à fait. Exactement. En tout cas, de toute façon, je crois qu'il y aura quelque chose là-dessus dans le bulletin et on vous donnera un chiffre qui ne sera pas le chiffre complètement défini. Mais de toute façon, c'est de l'ordre de 500 000 €. Ça veut dire que sur la rue Sainte-Barbe, on s'attend à peu près à la même chose? Un peu plus cher. Un peu plus cher. Non, plus long, non. De toute façon, vous l'avez vu avec les pistes cyclables. Dès qu'on fait des travaux de voirie, ça coûte cher et malheureusement, il y a moins de subventions que pour les écoles. On a terminé, donc il est 20h05. Merci à tous, bonne soirée.